Bonjour et bienvenue pour la 3e saison du Journal du Télétravail, le podcast du magazine Management qui depuis plus d'1 an vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison donc, au cours de laquelle nous allons à nouveau vous faire entendre des témoignages et avis d'experts ou de télétravailleurs comme vous et comme moi, qui vous raconteront leur quotidien et essaieront de vous donner quelques conseils, trucs, astuces ou simplement de vous faire partager leur expérience pour améliorer de votre côté votre propre quotidien de télétravailleur. Merci de votre fidélité, c'est parti. C'est le journal du télétravail. C'était il y a déjà 1 an, dans l'urgence, les entreprises se sont adaptées au télétravail qui était alors la meilleure réponse possible à la crise et qui l'est sans doute encore aujourd'hui. Sauf que depuis, comment tenir sur la durée dans un environnement à ce point incertain? Quelles perspectives proposer à ses collaborateurs? Comment maintenir, voire consolider l'engagement de ses collaborateurs malgré la distance? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui dans le journal du télétravail Magali Locher-Jazac, psychologue du travail pour Positive You, un cabinet qui accompagne les entreprises sur les questions de qualité de vie au travail ou de prévention des risques psychosociaux. Bonjour. Bonjour. Première question, alors qu'on dit que le télétravail isole et peut surtout démobiliser sur la durée, vous dites qu'un des risques, ce n'est pas que le télétravailleur décroche, mais au contraire qu'il prenne trop d'initiatives personnelles. En quoi est-ce que c'est un risque pour vous? Le télétravailleur va vouloir compenser une façon de travailler. Il peut considérer en fait qu'il n'est pas dans de vraies conditions de travail, comme s'il ne faisait pas son vrai boulot. Mmh. C'est une perception, hein, bien évidemment. Donc il va en faire plus. Il risque d'élargir ses horaires de travail en prenant peut-être une pause un petit peu plus grande le midi parce que ses enfants sont à la maison. Il va peut-être boucler des dossiers jusqu'à 20h, 21h, 22h le soir. Et cet élargissement des horaires, cette envie d'en faire plus, cet esprit aussi quelquefois de solidarité va faire que là, on a un risque de surinvestissement de la part du salarié. Vous dites aussi que le risque est dans le contournement des process, d'imaginer une nouvelle façon de travailler pour s'adapter à la distance. Alors oui, le manager n'ayant pas, en tout cas moins le regard sur le comment est fait le travail, le salarié peut s'autoriser à fonctionner autrement, à peut-être utiliser des pratiques qui vont l'aider à aller plus vite. Et là, on échappe pardon, à des règles communes et un risque d'individualisation des pratiques en fait, Mmh. et que chacun y aille un peu à sa manière. Alors ça, on a l'impression que c'était, particulièrement vrai il y a 1 an, quand beaucoup découvraient le télétravail. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue, d'observatrice, du monde de l'entreprise et de ces questions-là, vous pensez qu'un certain nombre n'ont pas aujourd'hui réglé ces problèmes, mis en place, des process, mis en place ces fameuses règles, dont vous nous parliez? Alors, vous avez raison. Moi, je pense que, avec le recul, en effet, les équipes, managériales ont pu, travailler sur les erreurs, en effet, du premier peut-être confinement. Mmh. Il y a eu de réels efforts de fait sur la façon, par exemple, d'organiser les réunions, d'arrêter peut-être de faire, de la visio pour faire de la visio. Je pense que les salariés, on sature aussi de la Mmh. visio. On peut tout à fait, guider, et expliquer, les attendus, les objectifs, les résultats aussi par des mails, par des temps d'échange par téléphone, mais plutôt en face à face ou sur de petits comités de travail. Donc je pense qu'on va vers une amélioration en effet des pratiques de comment on manage le télétravail aujourd'hui. Et tant mieux pour les salariés et tant mieux aussi pour les managers qui sont souvent aussi en première ligne et sont, très touchés actuellement par un épuisement et par le burn-out notamment. Alors pour éviter d'en arriver là et pour les aider, vous avez-vous listé un certain nombre de règles qu'il pourrait être important de mettre en place et d'observer au sein des organisations? C'est des règles évidemment à discuter au sein de chaque équipe et de chaque entreprise, mais essayons de les voir ensemble. Première règle, ce serait peut-être
être à l'écoute? Alors oui, être à l'écoute de ses collaborateurs, ça paraît, une évidence et c'est ce que j'ai toujours prôné quand dans les formations que je peux faire auprès des équipes managériales. Écouter, mais là, écouter autrement, d'être sensible aux mots aussi utilisés par ses collaborateurs, essayer de faire preuve d'empathie et se dire que chacun va vivre le télétravail aussi de façon différente et le manager, les équipes en tout cas managériales doivent être à l'écoute des différences entre chacun sur la façon dont ils vivent ce mode de travail. Ce qui va avec cette écoute, c'est aussi, une attention particulière à porter aux signaux faibles de mal-être. Mais concrètement, comment on fait? Il n'est pas toujours justement facile pour un manager d'entendre dans la plainte du salarié si c'est une plainte réelle d'épuisement ou une plainte, comment je vais vous dire ça, un peu, un peu individualiste. C'est vrai que, je vais vous donner un exemple, hein, la dernière annonce du confinement, en pleine période de vacances, scolaires, a posé des questions très pratiques et là, chacun va y aller de sa plainte sur, comment je m'organise et cetera et c'est compréhensible, hein, moi-même, ayant 2 ados, on réaménage tant qu'on peut, notre façon de travailler et la scolarité de nos enfants. Mais il y a aussi certains qui vont, être moins à exprimer, des difficultés et le manager doit être vraiment, très à l'écoute justement des mots utilisés ou des changements d'attitude pour certains. Par exemple, un salarié qui est sur une réunion, en visio et puis qui, tout d'un coup n'allume plus sa caméra. Alors il est là, il participe, voilà un changement d'attitude ou des envois de mails par exemple à des heures tardives ou une surenchère de questions et il n'est vraiment pas simple parce que le manager a beaucoup de choses aussi à traiter, mais de s'interroger et surtout d'écouter ses ressentis, ses perceptions, ses ressentis, perceptions personnelles pour se dire: «Là, j'ai le sentiment que cette personne-là va mal» et ne pas hésiter à, inviter à un temps d'échange. Mmh. Alors en visio, pourquoi pas, ou au téléphone, mais c'est vrai qu'en visio, on permet aussi de décrypter, pas mal de choses, de communication non verbale et pour, se rassurer sur le mal-être qui se commence à se rendre visible chez un collaborateur. Avec cette, utilisation de la visio pour éventuellement observer ces signaux, vous préconisez aussi de mettre, tant qu'on peut, du vivant dans le virtuel. Oui. Alors ça, beaucoup ont essayé avec, des moments conviviaux, des apéros, des cafés Zoom ou autres. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par mettre du vivant dans le virtuel? Alors oui, apéro, à distance, café. Je m'entretenais encore la semaine dernière avec un superviseur d'un service dans le logement social qui tous les matins à 9 heures avec sa petite équipe en effet, partage un café avec une discussion, très informelle sur ce que chacun a pu faire, et il expliquait que ce n'était pas si simple que ça. Ces temps d'échange avec des générations un petit peu différentes et chacun y va de son bon mot, mais la sauce ne prend pas toujours. Mmh. Mais je pense qu'il c'est bien quand même d'instaurer un petit moment, pour démarrer la journée. Je trouve que l'idée est bonne. Il faut pas non plus imposer quelque chose aux collaborateurs, hein, s'ils partagent pas ce type de démarche, mais il est important de continuer à préserver le lien entre les personnes d'une même équipe et ce lien, eh bien, on a quand même besoin de se voir, et la visio pour ça, est un bon outil. Avec modération certes. Créer du lien, c'est pourquoi pas créer des petits jeux, créer des petits challenges, il y a des managers très créatifs, hein, qui vont prendre beaucoup de plaisir à faire ça et d'autres beaucoup, beaucoup moins et c'est pareil, ne pas forcément imposer, ce type de pratique à un manager qui n'a pas l'âme d'un animateur, de club de vacances. Et ce sera d'ailleurs le thème d'un prochain numéro de Management, notre dossier. Comment, soigner sa com à distance et devenir, pas forcément le meilleur animateur, de Zoom, mais en tout cas essayer de travailler ces compétences-là. Au-delà de ces réunions, et de cette animation du virtuel, vous dites aussi qu'il faut, redéfinir, la communication avec les équipes, qu'elle soit, orale, écrite, visuelle, ou simplement, par téléphone. Oui, alors il y a les règles de communication. Alors là, on parlait de créer du lien, mais il y a aussi la communication qui est la base pour bien faire fonctionner une équipe. C'est la communication autour des attendus, des objectifs, de là où on va. Mmh. Ce n'est déjà pas simple de le faire en période normale. Les équipes de direction doivent être très, très vigilants à communiquer de façon claire,
transparente sur les attendus à court et moyen terme. Vous dites aussi qu'au-delà de ça, ils doivent essayer de le faire de façon désormais positive. Oui. Ne pas rajouter, de l'anxiété ou de l'angoisse, mais essayer d'avoir, une communication la plus positive possible. Oui, on a eu un vocabulaire pendant une période qui a été quand même très négatif. On se croyait un peu en période de guerre d'ailleurs, le mot a Mmh. été utilisé. Aujourd'hui, essayons en effet d'utiliser un discours plus résilient, de parler de ce qui a fonctionné depuis 1 an, les défis qui ont été relevés. Pour certaines entreprises, d'ailleurs, les résultats ont même été bons. On n'est pas que dans des entreprises que en difficulté. Il y en a, hein, je les oublie pas bien évidemment, mais il y a aussi des entreprises qui ont su avancer. Je pense que la portée des mots est très, très importante pour motiver en effet ces équipes et aussi les valoriser. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est grâce à eux et grâce à la cohésion que les équipes ont réussi à maintenir, dans les entreprises. Et ça rejoint également une autre règle ou un autre conseil que vous donnez. Vous disiez qu'il fallait être clair sur les objectifs et il faut aussi, savoir remercier, dire merci quand les objectifs sont atteints. Oui, parce qu'on a tous besoin d'être, remerciés, moi la première, sûrement vous également, d'avoir le sentiment que ce qu'on a fait a été, est reconnu par sa hiérarchie ou par ses clients ou ses auditeurs. Mmh. D'avoir ce sentiment qu'on a participé à quelque chose, et que ce quelque chose sert l'entreprise, sert, peut-être une communauté, et ce sentiment de reconnaissance, on en a besoin chaque jour et même en télétravail, peut-être encore plus en télétravail, les managers doivent être vigilants à justement, préserver cette reconnaissance écrite, orale, ça peut être un petit mail le matin, ça peut être à la fin d'une visio, mais ne pas oublier de remercier et d'encourager. Est-ce que bien équiper ses salariés, faire en sorte qu'ils aient, le bon matériel pour bien travailler chez eux, c'est déjà une façon, pas forcément de montrer de la reconnaissance, mais de montrer qu'on prend soin d'eux? Alors non, parce que pour moi, c'est pas un remerciement, une reconnaissance, C'est la base, c'est la base hein, mais c'est pas et fait. oui, je sais bien. Peut-être qu'avant de prévoir un apéro Zoom, je pense que c'est bien que chaque collaborateur ait une chaise, correcte et une connexion, qui fonctionne bien. Mais non, c'est pas un remerciement, bien équipé, faire en sorte que son collaborateur travaille dans de bonnes conditions, c'est la base. Pour terminer, une fois qu'on a listé toutes ces règles, est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un préalable, au succès de la mise en place d'un télétravail, durable au sein des entreprises? Je pense que maintenant, il faut que les entreprises fassent, pleinement confiance à leurs collaborateurs et aillent vers encore plus de flexibilité. C'est-à-dire laisser vraiment aux collaborateurs la possibilité d'organiser leur travail en fonction de leurs contraintes personnelles et de leur envie. Et je suis persuadée que leur engagement et leur capacité de travail et leurs résultats seront encore meilleurs. Merci beaucoup Magali, Locher-Jazac. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail et que vous êtes partenaire du cabinet Positive You qui accompagne les entreprises sur les questions de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation, du cabinet et de ses activités pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci. C'est la fin du premier épisode de la nouvelle saison du Journal du télétravail de management. Rendez-vous demain pour d'autres témoignages autour du télétravail. D'ici là, si vous avez encore quelques minutes devant vous, j'aimerais vous recommander un autre podcast signé Management. Il s'appelle Trouveur d'emploi. Trouveur d'emploi. Il est animé par Christelle Defoucault, une ex-DRH et recruteuse, spécialiste de la recherche d'emploi. Et dans ce podcast, tous les vendredis, elle vous donne des conseils pour mieux chercher et pour mieux trouver, on l'espère, un emploi. Trouveur d'emploi, le podcast de Christelle Defoucault avec le magazine Management, à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à demain, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le confinement, le couvre-feu. Bon courage et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.